Merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous avez à cœur de réagir directement à ce que vous venez d'entendre. Pierre-Henri, certainement, peut-être aussi Jérôme Bignon. Qui veut commencer ? Je vais commencer tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est quand même très positif ce qui nous a été présenté là tout de suite. C'est ça qui est génial, c'est que quand on regarde les choses en considérant que la biodiversité c'est une liste d'espèces, on trouve qu'on améliore les choses. Seulement voilà, c'est pas une liste d'espèces. Et le problème, c'est que si on se contente de regarder espèce par espèce, voilà, on va s'occuper des pandas. Bon, on est content de s'occuper des pandas, mais ça sert à rien. Et on maintient pas cette dynamique. Moi, ce que je vois, c'est deux choses. Premièrement, que la trame verte, par exemple. Moi, on connaît tous des forêts dans la région, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez du nord au sud de la région parisienne, vous voyez plein de forêts. Les communications entre ces forêts, ben, on continue à pas les mettre en place. Hein. Alors évidemment, c'est un peu compliqué. Il y a du foncier, il faut acheter des espaces, il faut détruire éventuellement des trucs qui seraient au milieu. Mais si on fait pas ça, eh ben, chaque forêt va perdre progressivement toute sa diversité. Et vous pourrez maintenir en respiration artificielle une espèce parce que vous aurez décidé qu'elle vous plaît particulièrement, mais vous ne maintiendrez pas le système. Donc actuellement, je ne sais pas si vous avez vu la presse sur ces sujets, mais actuellement, tous les indicateurs de la biodiversité sont au rouge. Et quand je dis tous les indicateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde que le nombre d'espèces, au fond, je vous ai parlé d'un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, vous voyez, je vais vous donner un exemple, c'est un satellite. Vous voyez, il se maintient autour d'une planète parce qu'il tourne. Si vous le ralentissez, il va se casser la figure. Il va rentrer dans ce qu'on appelle une dynamique d'effondrement. On parle d'effondrement pour des systèmes complexes qui... Entre le moment où vous commencez à le ralentir et le moment où il se casse vraiment la figure, il y a du temps. Vous pourriez encore le rattraper en le relançant. Mais le jour où vraiment il commence à tomber, vraiment là il est un peu trop tard. Pour la biodiversité, le jour où vraiment les espèces s'éteindront massivement, là on ne pourra plus faire grand-chose entre nous. On n'en est pas tout à fait là. On a des indicateurs qui nous montrent que chaque population a tendance à décroître, que le nombre de populations dans les espèces décroissent, que tous les éléments de la biodiversité sont en crise, même si on n'assiste pas encore à des disparitions massives d'espèces, contrairement d'ailleurs à ce que racontent certaines ONG. Ce qui est assez embêtant, parce que quand les ONG disent des conneries, du coup ça discrédite tout le reste. Hein. Ça c'est un vrai problème. Mais or, si jamais on ne remet pas en œuvre des capacités dynamiques de ces systèmes et qu'on se contente de sauver les espèces une par une, mais c'est ridicule. Alors, les trames vertes, c'était une des solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous proposez? Alors, il y a les trames vertes. Il y a effectivement des actions à l'échelle d'habitat complet. Évidemment, la pêche en eau profonde, ça c'est une catastrophe. Et je suis content que Bloom arrive à faire des choses utiles sur ce plan-là. Malheureusement, moi je trouve que c'est pas aussi positif que ce que tu as dit, parce que... Bon, bref. Hein. Oui, c'est ça pour le moment, c'est que l'Europe... Donc, bon, la France possède beaucoup de situations côtières, mais... Bref, donc... Voilà, pour ce qui concerne les grandes forêts, la forêt qui est le plus en danger actuellement, c'est la forêt, les forêts du sud-est asiatique, et on voit pas beaucoup de progrès. C'est quand même, on est dans une situation hallucinante. On nous dit actuellement qu'il va falloir faire des tas de trucs pour arriver à nourrir la planète. Hein, et actuellement, on enlève de la forêt tropicale. Qu'est-ce qu'on met à la place? Des palmiers à huile. Les palmiers à huile, ils servent à faire de l'huile de palme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce qu'on fait de l'huile de palme qu'on importe en Europe. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on fait surtout du Nutella. Des biscuits. Hein, le Nutella, non, hein, c'est un tout petit bout. Hein. Ce qu'on fait surtout de l'huile de palme en Europe, c'est du carburant pour nos bagnoles. Hein. Donc on est en train de prétendre faire des carburants verts, en fait, en bousillant les forêts, en faisant des espaces agricoles qui ne sont même pas destinés à nourrir les gens, mais à nourrir nos voitures. Donc actuellement, moi je ne suis pas du tout aussi positif qu'Harold, effectivement. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont dans le mauvais sens et que pour le moment, pour reprendre une expression qui a beaucoup servi depuis 5 ans, on n'a pas réussi à inverser la courbe de la biodiversité et je crois que... Et je crois que pour le moment, on n'est même pas en train de prendre les mesures qui iraient vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on fait de la cosmétique en conservant tel ou tel. Alors, Jérôme Bignon, justement, est-ce qu'on peut dépasser la cosmétique? Qu'est-ce qui, à votre avis, serait important de faire aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un point qui est fondamental qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une lutte fondamentale,
Alors on a parlé de révolution ou d'évolution, mais c'est une lutte fondamentale entre les forces de l'argent, pour dire les choses simplement, ceux qui sont derrière une économie puissante et qui n'ont pas fini d'amortir ou qui veulent continuer à profiter de schémas qu'ils ont mis en place, et ceux qui disent que sauver la biodiversité, c'est plus important de gagner des sous. On est quand même dans ce débat-là. Je vais prendre le débat sur l'huile de palme. J'ai vécu, je vais vous le raconter, c'est pas secret, je crois pas, puis ça l'est, tant pis, vous le garderez pour vous. Vient le débat sur l'huile de palme au Sénat. Un amendement déposé, soutenu par Madame Royal, fait par surprise vers minuit, alors qu'elle avait commencé par dire sagesse, elle a dit allez si je le soutiens, etc. Puis bon, l'amendement sur l'huile de palme passe. Donc on va surtaxer l'huile de palme, qui était déjà taxée, on lui met une surtaxe. Je ne rentre pas dans le détail, ça serait trop long. Émotion absolument phénoménale en Indonésie, en Malaisie. Et se succède, mais vous pouvez, ça, je vous demande de me croire, se succède toutes les semaines une délégation du Parlement indonésien, du Parlement malais, des industriels malaisiens, des industriels qui nous disent écoutez les gars, vous nous taxez, c'est votre droit le plus strict, mais nous, on a un prisonnier français qui est condamné à mort. Pour l'instant, on ne l'a pas exécuté. Vous voyez à qui je pense en parlant de ça. Et deuxièmement, vous avez des commandes sur des Rafale et des Airbus qui sont en cours de négociation entre Dassault et Airbus Industrie et nos ministères. On va être obligé d'aller voir Boeing et les Américains sur les avions de chasse. Donc panique au ministère de la Défense, panique au ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Environnement qui tient bon. Et là, vous voyez, vous commencez à avoir des... Moi, je participais pas au combat, là. Mais j'étais un peu informé et j'étais un peu embêté parce que j'étais dans une situation où ça me dépassait très très largement. Donc j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères à essayer de comprendre quelle était la position du gouvernement, pas du ministère, je m'en fous. C'est-à-dire que le gouvernement, il dit quoi sur l'huile de palme? Et ils m'ont dit, on fait ce qu'on appelle des RIM, des réunions interministérielles. Et dans ces réunions interministérielles, on essaye de regarder qui arbitre. Et l'arbitrage final, c'est le Premier ministre. Mais éventuellement, il y a une juridiction d'appel qui est le président de la République. 2 fois, le ministère des Affaires étrangères se fait battre dans la rime. On n'a rien à foutre des avions, on n'en a rien à foutre du gars qui est condamné à mort. On taxe l'huile de palme, c'est essentiel pour l'avenir de l'humanité, les forêts, la déforestation, les espèces de gorilles qui disparaissent, etc. Donc, et au bout du bout, qu'est-ce qui a fini par gagner? C'est le ministère des Affaires étrangères, avec l'appui de Hollande, quand il y a eu un G7 ou un G20, je sais plus, à Tokyo, le président indonésien est venu, a fait le déplacement, il a fait le siège de Hollande, et Hollande a dit, c'est fini, on arrête de chahuter, on fait un rapport, et dans 6 mois, on verra ce qu'on fait avec la taxation de l'huile de palme. Donc vous voyez que, on a beau avoir... Mais est-ce qu'on a besoin vraiment des Indonésiens et des Malais pour être en parfaite contradiction, parce qu'en franco-français, on y arrive parfaitement. Je vais vous en expliquer, j'en ai une autre fabuleuse. Par exemple, non mais juste, là on essaye de faire de la circulation alternée pendant 3 jours à Paris, c'est une levée de bouclier de la part des élus de la banlieue. Donc là, c'est plus la Malaisie ni... Quand vous essayez de la compensation faire, on vous dit, vous construisez une station d'épuration, vous allez prendre dans des zones humides des espaces pour faire ces stations d'épuration, donc la règle éviter, réduire, compenser se met en application, et vous arrivez, j'étais président d'un SAGE, de la commission locale de l'eau d'un SAGE, on vient me voir en me disant, on voudrait votre accord pour pouvoir accorder le permis de construire. Et je dis, est-ce qu'on a cherché à éviter? Il me dit, qu'est-ce que vous racontez? C'est une station d'épuration. Je dis, c'est une station d'épuration, mais c'est un ouvrage public qui se construit dans le long du lit mineur d'une rivière. Donc on doit chercher à éviter, on peut le mettre peut-être à flanc de coteau, la station d'épuration. Il me dit ça va coûter plus cher. Je dis donc vous n'avez pas cherché à éviter. Est-ce que vous avez cherché à réduire? Alors il me dit mais réduire ça veut dire quoi? Je dis essayer de trouver des solutions techniques pour bouffer moins d'espace. Et tout ça, maître d'ouvrage État, maître d'ouvrage département, maître d'ouvrage région.
Et vous voyez tous les jours les gens qui sont censés appliquer les lois passer leur temps, quand c'est des choses qui les concernent eux directement, c'est pas pour leur intérêt qu'ils font ça, et c'est quand même un peu pour leur business de construire des stations d'épuration, parce que ils ont des objectifs, on leur donne des objectifs, faut refaire la station d'épuration. Quand ils la refont eux, puissance publique, ils s'assiedent sur les règles qui sont voulues votées et exigées par le ministère sur le même sujet. Donc on est dans une espèce de truc de fou. Pour ça qu'il n'a pas tort, quelque part, mon voisin. Enfin, là, c'est le seul qui ait proposé des solutions jusqu'à maintenant. Oui, mais j'en ai entendu deux qui étaient très contre, qui disaient que c'était la catastrophe, et il y en a un qui propose. C'est kafkaïen, le système dans lequel on est en permanence sur ces sujets-là. Mais alors ce qu'il faut après, c'est le principe de réalité qui vous amène à essayer d'avancer. On a passé 2 ou 3 ans, d'ailleurs, grâce notamment à, pas AgroParisTech Paris, mais AgroCampus Rennes, on a travaillé pendant 2 ans pour essayer de faire des zones de conservation halieutique, pour essayer de convaincre les pêcheurs que si ils voulaient du poisson pour se nourrir, gagner leur croûte et nourrir l'humanité à terme, il fallait avoir des zones de tranquillité pour les poissons dans lesquelles ils puissent se reproduire, etc. Et que c'était pas catastrophique pour eux, c'était pas mettre la nature sous cloche, c'était simplement, bon bref, vous voyez tout ce que je veux dire. 2 ans et demi de discussion, là, pas loin d'ici, à l'Institut Albert Ier, et les pêcheurs se sont mis d'accord quand est venue la loi. Aussitôt, ils sont ressortis en disant on veut pas, parce qu'il y en a qui ont dit on n'en veut pas parce que on va crever de faim, on n'en veut pas parce que la saison est mauvaise, on n'en veut pas. Bon, vous avez tout le temps les forces du pour et du contre, pour ne pas dire du bien et du mal, qui s'affrontent en permanence à tous les niveaux. Alors, les ONG sont bien et les lanceurs d'alerte sont bien parce que progressivement, moi je le dis pas du tout de façon malhonnête et hypocrite, elles sont utiles pour faire prendre conscience à la population et probablement aux hommes politiques aussi que les choses. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai plein de petits-enfants. J'ai aucune envie que mes petits-enfants soient intoxiqués par des produits phytosanitaires qu'on met dans les... Et évidemment, mes enfants, on a beau être de droite, on bouffe bio à la maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas réservé à une catégorie de population qui a le droit, parce qu'elle a eu la chance d'avoir conscience que c'était mauvais pour elle. Ça peut être partagé par tout le monde. Alors, Harold, est-ce qu'on mange bio à la maison Oui, et on achète aussi bien en supermarché qu'en Biocoop que par des AMAP. Donc ça dépend des produits, ça dépend du moment, ça dépend si j'ai le temps aussi. La question, moi, qui m'intéresse, juste pour, je suis d'accord avec ce qui a été dit. L'idée, c'est le point d'art, c'est pas ce qui me semble important. La question des habitats, des écosystèmes, c'est ça l'enjeu, à mon avis, si on veut avoir une approche intégrée qui prenne en compte la résilience, notamment de la biodiversité en son ensemble. Le fait que les politiques soient aujourd'hui pas à la hauteur de l'enjeu sur la biodiversité, c'est une évidence. Et ça pose des problèmes majeurs. Et dans un pays comme la France, où entre guillemets, on est à un niveau de développement élevé, donc si on met ça en perspective par rapport aux pays du Sud, on se rend compte du problème que ça peut poser dans les pays du Sud. Mais en France, on a à l'échelle de l'application, par exemple, de la séquence ERC, des problèmes majeurs. ERC, ça veut dire éviter, réduire, compenser. On l'avait dit avant, c'est pour ça. C'est gentil de préciser, oui. Oui. Le rôle du préfet est intenable à mon avis, c'est-à-dire qu'il doit d'un côté développer un territoire, créer de l'emploi, faire de la croissance, et simultanément on lui dit de mettre en place des mesures compensatoires exigeantes, et une séquence éviter, réduire, compenser exigeante. Si on n'a pas des entités indépendantes pour travailler sur ces deux volets qui sont fondamentalement en conflit, ça ne peut pas marcher. Et je dirais, ça c'est une analyse justement du système et qui fait que ça ne peut pas marcher, il y a un problème d'efficacité. Et tout doit être un peu envisagé comme ça, parce que la question de l'efficacité qui doit se poser, c'est comment est-ce qu'on identifie des situations où il y a des choses qui marchent, ou des situations où il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on en fait un diagnostic systémique, si possible interdisciplinaire, qui nous permet de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Et si je reprends l'exemple de la déforestation qui avait été très ralentie en 3 ans, il y a eu plein de choses. Il y a eu d'abord une volonté politique. Alors Lula, il n'a pas été forcément bon sur tous les dossiers, mais sur la partie environnementale, il a mis une ministre qui s'appelait Da Silva, qui avait des prérogatives énormes et qui était rattachée directement au ministre avec une stratégie qui était au président, pardon. Une stratégie de lutte contre la déforestation qui était rattachée directement au président, donc transministère, qui a joué un rôle clé. Ils ont eu un travail de lutte contre la corruption dans les administrations de protection de l'environnement, la mise en place d'un outil de suivi satellite pour évaluer la déforestation en direct à des échelles très fines pour aller sur site pour voir ce qui se passait.
travailler aussi avec des procureurs jeunes qui avaient envie de faire bouger les choses dans leur territoire et qui n'allaient pas avoir peur de se mettre à dos le lobbying du bétail, faire des sanctions auprès des abattoirs qui acceptaient la viande qui venait de ces zones-là. C'est un ensemble, c'est un système dans son ensemble qui, après, avec l'apparition de l'éco-certification, a créé aussi des bénéfices pour de nouveaux acteurs qui avaient des approches différentes. Et donc, c'est en prenant tout. Alors pourquoi ça a marché que 2 années? Pourquoi parce que là c'est reparti à la hausse et même beaucoup plus à la hausse apparemment. Depuis 3 ans, c'est depuis la crise politique que vit le Brésil, si on résume. Le Brésil avec une crise politique qui est associée à une crise économique, qui fait que aujourd'hui ils sont pas en mesure politiquement de tenir ça. Et il y a un deuxième argument a priori qui est important, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer les bénéfices qu'ils avaient prétendu offrir aux agriculteurs qui arrêteraient de faire de la déforestation. Ils ont réussi à sécuriser les propriétés privées, ce qui a été un énorme gain par rapport au système. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette colonisation sauvage après, avec des rapports de force très importants entre petits et gros. Et il y a eu une stabilisation, et là, on se retrouve de nous dans une situation où, a priori, les gains attendus sont pas au rendez-vous. Le prix de la viande de bœuf a augmenté aussi. D'accord. Pierre-Henri Gouillon, vous aviez envie d'ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, la séquence éviter, réduire, compenser, c'est un outil important et que, évidemment, je pense que ce serait bien Carole nous en dise un petit mot, mais la compensation, de ce point de vue-là, c'est une incitation extrêmement forte à réduire et à compenser, à réduire et à éviter, à condition qu'elle soit suffisamment chère. Donc évidemment que même si la compensation en elle-même c'est pas un truc terrible parce que ça permet de détruire des trucs en sachant pas très bien ce qu'on va reconstruire à la place, il y a quand même quelques mécanismes comme ceux qui ont été mis en place par la Caisse des dépôts qui sont plutôt bien faits. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la compensation soit chère et qu'elle soit vraiment obligatoire. Or, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, encore une fois, c'est des dysfonctionnements. Alors moi, je voudrais vous dire, on parle de solutions. Moi, je dis qu'il y en a plein des solutions. C'est de mettre en place des trams. Je dis pas qu'il n'y a pas de solution, je dis qu'on les met pas en place. C'est pas la même chose de mettre en place des trams, de mettre de la sélection participative dans les champs, de remettre en œuvre tous les systèmes de dynamique. Si on les met pas en œuvre, c'est effectivement, comme ça vient d'être dit, pour toutes sortes de raisons, et en particulier de collusion entre les systèmes politiques. Quand le président de la République décide de laisser tomber les affaires d'huile de palme parce que sur le plan politique ça l'arrange pas, évidemment ça fout les choses en l'air. Il y a un très bel exemple qui est en train de se produire sur le plan de la compensation actuellement. Il y a une ligne de TGV Sud-Ouest qui a été créée par un très grand industriel dont le nom commence par V, vous voyez, et ils ont détruit des tas de trucs en faisant ça, et ils devaient compenser, ça devait leur coûter cher, et en fait, c'était prévu dans le contrat, mais ils ont décidé de laisser tomber, ils le font pas, et ils sont simplement en train de demander au ministère de l'Environnement d'annuler leur obligation de compensation. Alors avec le micro ouvert peut-être. Avec le micro ouvert peut-être. On vient de mettre en place une commission d'enquête, ce qui est quelque chose d'assez puissant en fait, dont je vais faire partie. Sur le problème de quelques compensations, Notre-Dame-des-Landes, ça va être chaud à mon avis. Je pense que ça va être chaud. Il est déjà question de compenser. Notre-Dame-des-Landes, la ligne TGV. Ça c'est un scoop quand même. Il est déjà question de compenser Notre-Dame-des-Landes. Non, mais qu'est-ce qui est offert à la compensation? Voilà, combien ça coûtera la compensation? Combien ça va coûter? Et évidemment, plus cette compensation sera chère, plus on aura des chances que ça se fasse pas d'ailleurs. C'est-à-dire que l'éviter. Vous comprenez bien que si jamais la compensation est vraiment très chère, à ce moment-là, les entreprises sont effectivement vraiment invitées à éviter, à réduire. Alors que si jamais il n'y a pas de compensation, on n'évite même pas et on réduit rien du tout. Il y a très peu de compensations qui se font. Très très peu. C'est voilà ce que je vais faire. Et comme personne va vérifier ex post ce qui s'est passé, et un des points pas inintéressant qu'on a créé, c'est que l'Agence pour la biodiversité va être le conservateur des hypothèques de la compensation. C'est-à-dire que quand il y aura un dossier de compensation, il sera déposé à l'agence qui le tiendra. Parce que la compensation, non seulement il faut la faire à l'instant, mais il faut la faire dans la durée. Il s'agit pas de dire 2 ans après j'ai compensé puis on arrête tout et on recommence comme avant. Il y a dans la loi tout ça est inscrit. Donc actuellement ça se fait absolument pas. C'est ce qu'on va voir sur un certain nombre d'opérations. On va aller voir aussi là où il y a eu ce malheureux militant qui a été tué à Sivins. On a rajouté Sivins dans la liste des sites sur lesquels on voulait travailler. Donc je pense que ça c'est un sujet très vrai. Sur les trames vertes et bleues, je partage pas votre pessimisme
parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en route. Non, vous êtes plutôt d'un avis contraire? Effectivement, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de communes, il y a des élus locaux qui ont compris l'intérêt des choses et qui, au lieu de mettre une petite barrière autour de leur espèce protégée, ont compris que leur rôle intéressant, c'était de faire partie des trames. Donc on voit un mouvement dans ce sens-là. Il n'est pas encore assez grand pour que ça fasse des effets macroscopiques, je pense. Et moi j'habite dans le nord de la région parisienne une grande partie du temps, hein, et je vois des forêts comme la forêt de Montmorency, la forêt de l'Isle-Adam, elles sont à 2 kilomètres l'une de l'autre, et il n'y a pas un seul corridor entre les deux, quoi. Et ça serait rien à faire. Je me dis, mais bon Dieu, combien de temps il va falloir? Alors effectivement, il y avait aussi un corridor qui était prévu un peu plus au sud, justement, entre la forêt de Montmorency et puis la forêt de Saint-Germain. Ça, c'est plus compliqué. Il y a eu des projets qui ont été faits, rien n'a été mis en place. Donc effectivement, ça... Je pense qu'il y a un frémissement, mais c'est pas encore actif. Et le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montée. Et je voudrais vous dire que là, vous voyez la complexité du système, c'est que sur ces histoires de compensation, l'une des raisons pour lesquelles ça se fait pas, c'est une collusion de fait entre les ONG environnementalistes et les entreprises. Parce qu'en réalité, comme les ONG aiment pas la compensation parce qu'ils appellent ça permis à détruire, du coup, les ONG forcent pas à ce que ça se fasse, ça arrange bien les entreprises qui sont bien contentes de pas le faire, et comment voulez-vous que les politiques tout seuls, contre les ONG et contre les entreprises, fassent un truc dont personne ne veut? Donc là, je pense qu'il y a une faute de la part des ONG de pas avoir compris à quel point, pour le moment, c'est important de faire payer la destruction de la biodiversité. Les difficultés qu'ont les politiques, dont je suis d'ailleurs, c'est de ne pas avoir de connaissances scientifiques et de mal connaître. Faire la loi, c'est une technique. Mais pour faire une bonne loi, il faut comprendre sur quoi on légifère. Or, les sujets qui sont abordés sur ces sujets de biodiversité sont extrêmement complexes. Ce que vous expliquez tout à l'heure sur la dynamique de la biodiversité, c'est vrai que la plupart des gens ont une vision extrêmement statique. Et si on ne comprend pas, si on n'accepte pas l'idée que c'est quelque chose de dynamique, ben on peut pas bien légiférer sur ces sujets-là. Et donc on a les uns et les autres d'énormes carences, avec une circonstance particulière sur laquelle je dis un mot, parce que c'est important pour que vous compreniez bien les difficultés de faire la loi. En principe, quand le gouvernement dépose un projet de loi, il doit déposer une étude d'évaluation à l'appui de cette loi. C'est une obligation constitutionnelle sur laquelle il s'assied avec beaucoup de conviction, c'est-à-dire qu'ils ne la respectent pas. Ils font faire 10 pages par un fonctionnaire qui est méritant, qui va essayer de gratter 10 pages, mais nul sur l'évaluation. Ça sera même 3 ou 4 fonctionnaires, suivant le nombre de chapitres, qui feront des bouts qu'on va rabouter pour faire l'étude d'évaluation. Il n'y a pas de conséquences juridiques, parce que les parlementaires n'ont pas voulu s'y lancer, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu s'y impliquer. Et le résultat, c'est que je parlais tout à l'heure de l'évaluation ex post, mais l'évaluation ex ante, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on attend de la disposition qu'on est en train sur laquelle on est en train de réfléchir? Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples où on fait des mesures, on sait que ça va pas marcher, mais on l'a fait quand même parce que ça a été marqué dans le projet. D'accord. Je ne m'attendais pas de votre part à du parlementarisme bashing, mais c'est un peu ça, quoi. Non, mais qui aime bien châtie bien. D'accord. Bon, maintenant, on va peut-être passer aux questions du public, qui est nombreux ce soir, donc on va en profiter pour prendre un peu de temps quand même pour toutes les questions. Qui se lance pour la fameuse première question? Au débat précédent, on avait proposé de commencer directement à la seconde question pour éviter la première. Alors. Je crois qu'on leur fait peur. Je sais bien que Marc Dufumier a envie de poser une question, mais peut-être pas la première, peut-être la deuxième. Alors qui fera la conclusion, lui? Oui, on peut. Ah, ça y est. Oui, c'est mieux parce que c'est enregistré. J'ai oublié de vous dire que vous étiez tous filmés d'ailleurs et que on va pouvoir se retrouver, vous retrouver sur le site d'AgroParisTech après ce débat. Alors, c'est sûrement plus pour vous, monsieur le sénateur. Vous parlez beaucoup de mesures compensatrices, et vous parlez aussi d'avoir mis en dialogue les chasseurs et les écologistes. Et vous-même, vous avez dit que vous étiez avocat et que vous vous étiez retrouvé un peu dans l'environnement parce qu'il fallait mettre quelqu'un ici. Et je me demandais comment vous faites.
est-ce que vous avez une expertise du coup sur la biodiversité? Est-ce que vous faites appel justement aux chercheurs, aux étudiants, aux enseignants et tout qui sont autour de vous? Ou est-ce que c'est que des discussions entre politiciens sur des sujets politiques avec pas forcément un fondement scientifique derrière parce que c'est pas la formation d'où vous êtes issu? Et est-ce qu'il y a vraiment un dialogue avec les autres institutions, comme les autres chercheurs ou les enseignants, pour prendre des mesures sur la biodiversité? Merci pour cette très belle question. Très vite, j'essaye de ne pas commettre... j'essaye de comprendre ce que je fais. Voilà. Quand on prépare un projet de loi, un rapport sur un projet de loi, on a une capacité qui nous est donnée, parce qu'on est très bien entouré au Sénat et à l'Assemblée nationale d'ailleurs par des collaborateurs très remarquables, on auditionne. C'est-à-dire qu'on regarde la question qui est posée, par exemple sur les principes liés à l'évolution des principes ou des définitions concernant la biodiversité, concernant les principes du droit de l'environnement. On auditionne des professeurs de droit pour savoir où on en est par rapport au concept, parce qu'on travaille parfois sur des définitions qui datent d'il y a 50, 60 ans, ou même plus récemment, en 1976. Les premières définitions sur la biodiversité dans le droit de l'environnement français dataient de 1976. Les choses on n'avait pas cette vision dynamique qu'a évoqué M. Gouillon tout à l'heure, donc on auditionne. Quand il s'agit de problèmes très techniques, ce qui arrive, j'aime bien, j'essaye de me les faire expliquer. Je comprends pas toujours tout parce que c'est difficile. On a des problèmes, par exemple, où on évoque la pêche en profondeur. On fait venir des pêcheurs, on fait venir l'Ifremer, on essaye de comprendre. Puis depuis le temps que je m'occupe de ces questions-là, j'ai un fond de culture. Et puis je lis parce que je suis d'une éducation où on apprenait beaucoup par le livre. Plus que par l'informatique, et je continue de lire énormément pour essayer de comprendre les phénomènes auxquels je suis confronté. Et encore une fois, on a, par exemple, je vois souvent Gilles Boeuf qui explique bien les problèmes de biodiversité. Bon, je vois souvent de très bons scientifiques, Chevassu Louis, le président de Humanisme et Biodiversité. On a la chance de pouvoir être entouré de gens de très bonnes, de très très bon niveau, qui ont une capacité à vulgariser pour des pauvres malheureux comme moi, pour que j'arrive à comprendre de quoi il s'agit. Mais en même temps, on ne peut pas dire que parce que c'est scientifique, on doit réserver les textes législatifs aux scientifiques. Il faut aussi une aptitude à trouver une règle de droit qui corresponde au problème scientifique qui est posé. C'est ça qui est compliqué, c'est l'adéquation, la bonne adéquation entre les pertes de biodiversité. Bon, imaginez par exemple l'histoire, quand on a compris ce que dit M. Gouillon sur aidez-moi, les corridors écologiques. Pourriez dire qu'est-ce que ça peut foutre si il y a 10 lièvres dans un bois qui vivent ensemble, ils n'ont pas besoin de communiquer avec les 10 lièvres du bois d'à côté. Ils sont bien, ils peuvent vivre en endogamie, tranquille, entre eux. Puis quand on regarde un tout petit peu la question, on s'aperçoit qu'au contraire, ils ont besoin de se battre ensemble, de s'accoupler ensemble, de croiser pour... ils ressentent ça, ils l'intellectualisent pas parce qu'ils en sont pas capables, mais c'est dans leur démarche, c'est dans leur gène d'aller chercher ailleurs. Et si on leur met des barricades, et on s'aperçoit quand on ferme la porte pour qu'ils ne puissent plus avancer, ils meurent. Il y a un moment donné où ça s'éteint. Donc ça, je peux le comprendre. Je suis pas scientifique. Je ne vais pas aller faire de longues études pour comprendre pourquoi. Mais si on me l'explique, que quelqu'un de bonne foi me l'explique, je le comprends. Et à ce moment-là, j'essaie de trouver, sur le plan juridique, sur le plan du code civil, sur le plan du code de l'environnement, quel est l'outil qui va permettre de prendre un petit bout de propriété à un tel, de mettre des peu importe. Alors Pierre-Henri Gouillon, vous aviez envie d'ajouter quelque chose comme élément de réponse? Oui, au fond, il ne faudrait pas que notre parlementaire fasse du parlementaire bashing et que les scientifiques ne fassent pas du scientifique bashing. Et effectivement, je suis très content que ce ne soit pas les scientifiques qui prennent les décisions. Les scientifiques sont largement aussi fous que les autres. Hein. Et on l'a vu à diverses reprises. Les scientifiques ont tous souscrit à l'eugénisme et à la stérilisation des pauvres gens dans les années 20. Beaucoup de scientifiques ont soutenu le nazisme comme un immense progrès sur le plan de la génétique, justement à une époque, et ça a à voir avec la biodiversité, où l'obsession des scientifiques, c'était la race pure. Hein.
Et donc on voulait faire des races pures partout, et on en faisait dans l'agronomie, et on en faisait dans les humains. Et on en a fait chez les nazis. Et il y a un grand scientifique anglais qui a dit que l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'était le premier grand succès politique de la génétique. Donc on a eu la chance, en quelque sorte, grâce à la Shoah, d'avoir Nuremberg. Malheureusement, on n'a pas eu de Nuremberg de la biodiversité. Et donc Nuremberg n'a sauvé que les humains, mais n'a pas sauvé des animaux et les plantes, des races pures. Et donc on continue à vouloir faire de la pureté, de la race partout ailleurs que chez les humains. Je pense que c'est un de nos problèmes. On a un problème philosophique, et tant que les gens n'auront pas compris ça, ça sera grave. Et effectivement, la majorité des scientifiques continuent à être sur des lignes que je trouve absolument scandaleuses sur ces questions. Le fait que la majorité des scientifiques soutiennent les OGM parce qu'ils savent bidouiller de l'ADN, mais qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que l'écologie et que la biodiversité, eh bien ça, c'est typique du fait que les scientifiques connaissent leur petit bout de machin à eux et connaissent rien du reste. Un jour où j'avais fait une conférence où je disais que les OGM c'était un vrai problème pour la biodiversité à cause des brevets sur les gènes, etc. Un collègue que je connais très bien, qui est un excellent scientifique, vient me voir à la fin de ma conférence et me dit « Vous nous cassez les pieds avec vos histoires sur les OGM, vous là les écolos, à cause de vous, on a de moins en moins de bourses de thèse. » Je lui ai répondu, mais tu vas quand même pas foutre toute l'agriculture mondiale en l'air juste pour avoir plus de bourses de thèse dans ton labo. Et il m'a répondu, l'agriculture mondiale, je m'en fous. Voilà. C'est ça les scientifiques. Hein. Donc surtout ne laissez pas le pouvoir aux scientifiques. Hein. Bon, merci pour ce petit point de détail. Isabelle Gaudringer, vous avez une question. J'ai une question sur la compensation. Moi, j'étais plutôt mitigée parce que je me dis que c'est facile de détruire en disant qu'on va compenser. Mais bon, effectivement, si la compensation elle est élevée, ça peut être dissuasif. Pourquoi? Mais je comprends bien que là, il n'y a pas d'outils pour obliger les gens à compenser. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas vous compensez d'abord et une fois que c'est fait, eh ben vous pouvez détruire et puis mettre votre truc en place. Et là, ce serait vraiment dissuasif. Enfin, les gens, ils pèseraient vraiment le pour et le contre. Merci pour cette question. Alors, Harold, sans doute, non, pour répondre. En quoi oui, ça c'est le principe, ce qu'on appelle les banques de compensation, c'est-à-dire que banque, pas dans le sens, alors c'est ça fait des malentendus, mais banque, alors là c'est banque de gènes, ça va pas plaire non plus, là, mais c'est l'idée, on crée une réserve associée à des gains écologiques qui ont été obtenus sur une zone dégradée. Donc typiquement, admettons le meilleur exemple, c'est d'avoir une entreprise achète une friche industrielle et va la dépolluer, faire de la restauration écologique sur la zone. Il y a un gain écologique et ce gain écologique pourra être utilisé pour... Alors ça, c'est ce que propose la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité avec le système des sites naturels de compensation. Le problème est qu'à mon sens, tel que c'est mentionné dans la loi, ça n'est pas du tout garanti qu'on ait les exigences nécessaires à avoir de vrais gains écologiques. Il y a des choses qui sont quand même encore très discutables et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le système américain qui est assez exigeant, au moins pour les zones humides. Et on voit qu'en France, là encore, en faisant du comparatif, on n'a pas ni les règles de droit qui sont adaptées, ni les outils de calcul de l'équivalence qui sont adaptés, ni le système de gouvernance exigeant qui va avec, ni la neutralité de l'autorité qui va permettre de mettre ça en œuvre. Et je passe encore sur les suivis sur le long terme ou sur la pérennisation des sites, puisqu'il existe aux États-Unis ce qu'on appelle des servitudes environnementales définitives, c'est-à-dire qui se transmettront à tous les propriétaires dans le temps, et donc qui ne pourront pas échapper à l'obligation de maintenir le site pour une finalité environnementale. En France, on a la nouvelle obligation réelle environnementale, mais qui n'est pas encore à ce niveau d'exigence. Pierre-Henri, oui, la CDC Biodiversité, donc une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupe de ces questions, a donc lancé des opérations de ce genre-là, des banques de biodiversité. Donc leur première opération, ça a été de racheter des terrains totalement dégradés dans le sud de la France et de les restaurer autant que possible jusqu'à ce que les spécialistes de l'écologie, de l'ACRO, c'est dans l'ACRO, les COSUL, ça s'appelle, ces formations écologiques, retrouvent des caractéristiques écologiques convenables et après de vendre au prix où ça leur avait coûté, c'est-à-dire l'achat du terrain plus la restauration, à toute personne qui voulait détruire 1 hectare de COSUL. Est-ce que c'est un hasard ou pas? On n'a pas encore tous les éléments, mais dans cette région-là,
évidemment, là, du coup, c'est difficile de refuser la compensation parce que si vous détruisez un bout de croc, la Caisse des dépôts vient tout de suite vous dire, bah, écoutez, c'est pas compliqué, regardez, ça coûte tant. Et là, le nombre de destructions a considérablement diminué depuis que cette opération existe. Comment? Il n'y a pas de lien. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Oui, on peut pas en être sûr. Mais bon, en tout cas, non, c'est vrai. Il n'y a pas de lien. Bon, bref, il reste une vraie étude à faire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, là, c'est des cas où la compensation est faite à l'avance et où évidemment, du coup, le prix d'ailleurs est pas du tout le même que les espèces de petits trucs cosmétiques qui se font dans des tas d'autres cas. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Ah, je commence là. Bonsoir, merci. Je suis étudiante à l'ENS de Lyon et à AgroParisTech. Et on a parlé beaucoup compensation, mais je voudrais revenir en fait sur les types d'espaces qu'il faudrait mettre en place pour protéger la biodiversité. On a parlé des trames vertes et bleues. Et Monsieur Gouillon, vous avez dit qu'en fait on se plantait pour l'instant dans ce qu'on faisait, à part les trames globalement. Mais comment vous vous positionnez du coup vis-à-vis par exemple de tout ce qui est les parcs naturels régionaux, les réseaux Natura 2000, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les vire? Est-ce qu'on les connecte entre eux? Voilà, je m'interroge beaucoup sur ces statuts de protection et on est champion du monde en France à ce niveau-là et ça se superpose. Et du coup, voilà, quel est votre avis à ce sujet-là? Merci beaucoup. Je vais vous répondre très simplement et puis ça sera très partiellement, mais toutes ces initiatives peuvent évidemment avoir un intérêt à très court terme pour sauver un machin avant qu'il disparaisse. Mais si on les intègre pas dans des trames, si on ne redonne pas à ces machins-là une capacité de dynamique, et c'est d'autant plus vrai qu'avec le changement climatique, on sait bien que la plupart des formes vivantes vont devoir migrer vers le nord de façon à garder leurs aptitudes écologiques intactes, eh ben, il est clair que tous ces machins-là, à terme, n'auront servi à rien. Donc, et c'est même vrai avec les frigos dans lesquels on peut mettre des graines, si vous voulez. D'ailleurs, le frigo de Svalbard, il a déjà servi pour réalimenter en Syrie avec des semences qui avaient été totalement bousillées par la guerre. Évidemment, un frigo, ça peut servir dans les 5 années qui suivent. Au bout de 10 ans, ça commence à plus marcher. Au bout de 30 ans, c'est sûr qu'il n'y a pratiquement plus rien d'utilisable par autre chose que par les boîtes de biotech pour aller ressortir l'ADN. Et donc, une folie totale. Mais donc, vous voyez que, bien sûr que tous ces trucs-là sont des trucs de sauvegarde sur l'instant, hein, dans l'urgence. Mais que si, une fois qu'on a fait ça, on croit qu'on a fait le boulot, alors ça servira à rien. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la première étape. Et la deuxième, qui est bien plus difficile et bien plus importante, c'est de reconnecter tout ça et de redonner des capacités évolutives au système. On sait aujourd'hui, par exemple, que les oiseaux de nos pays, pour rester dans les mêmes conditions, hein, c'est un travail qui a été fait au muséum donc par le CRBPO, l'équipe de Denis Couvet, il aurait fallu qu'ils migrent de 50 km vers le nord pour rester à peu près dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils étaient il y a un siècle. Ils en ont fait en moyenne 16. Donc vous voyez, la restriction à la migration est extrêmement forte. Parce qu'évidemment, un oiseau qui vit dans les bois, quand il arrive à la partie nord du bois, il n'a souvent pas la possibilité de traverser la ville, les autoroutes, les villes et les champs qui sont devant lui pour aller retrouver le bois qui est carrément 25 bornes plus loin, et du coup, il n'y va pas. Hein. Donc, et effectivement, par rapport aux histoires de Natura 2000, etc., il y a un vrai problème, c'est cette histoire d'espèces. Moi, je pense que c'est une catastrophe qu'on décide tout à partir des espèces. Il y a des cas où certaines variétés ou certaines sous-espèces vont être beaucoup plus intéressantes que d'autres espèces. Et c'est pas parce que je travaille beaucoup sur les plantes, mais je voudrais vous dire une chose. J'espère que ça sera une évidence pour tous ceux qui connaissent un peu la biologie. Les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une certaine quantité de biodiversité, les insectes, ils coupent des tranches très fines et c'est des espèces. Il y a même chez les insectes des tas de trucs qu'on appelle des espèces jumelles. Elles sont tellement proches qu'on ne sait pas les distinguer sans les écrabouiller et regarder les protéines qu'il y a dedans. Bon, ou l'ADN. Chez les plantes, au contraire, chaque espèce contient une très grande quantité de diversité. Avant de pouvoir appeler deux espèces différentes de plantes différentes, il faut qu'elles aient accumulé des tas de variations. C'est-à-dire que les plantes découpent leur biodiversité en grosses tranches. Si vous comptez le nombre de tranches, vous comptez pas la biodiversité. Il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes sur Terre. Certes, les imbéciles qui en déduisent qu'il y a 90% de la biodiversité qui est chez les insectes, c'est juste qu'ils n'ont rien compris. Et je dis ça un peu en plaisantant parce que figurez-vous que c'est ce que le journal du CNRS a publié il y a quelques mois. Ils ont publié un article qui commençait par 90% de la biodiversité terrestre est chez les insectes. C'est d'une bêtise extraordinaire. Donc,
Et donc, décider qu'il y a un niveau taxonomique, l'espèce, qui est celui qui compte pour décider des Natura 2000, machin bazar, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens. Il faut effectivement le faire en fonction d'habitat. Et puis, on peut très bien, dans certains cas, considérer qu'une sous-espèce ou une variété d'une plante peut avoir une très grande importance patrimoniale, alors que c'est carrément un groupe d'espèces, particulièrement chez les insectes, qui pourra être protégé sans qu'il y ait besoin de protéger chaque espèce. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment à réfléchir beaucoup plus intelligemment la biologie dans ces systèmes législatifs et arrêter d'être dans la genèse, parce que tout ça, ça a été fait dans une vision absolument créationniste. On va garder les espèces. Ouais, point. D'accord. Alors, oui. Protection, enfin, c'est pas très original ce que je vais dire, mais les systèmes de protection type Natura 2000 sont très datés. C'est une directive de 92, la directive Habitat. Bon, ça veut dire que c'est une directive qui a 23 ou 24 ans et qui correspond plus aujourd'hui à la conception de la biodiversité dynamique que vous avez vous-même évoquée tout à l'heure. Alors, il y a eu la directive qui a mis des années à être préparée, donc ça remonte probablement historiquement à la fin des années 80, au début des années 80, pour aboutir à un consensus entre les États, le temps qu'on la mette en place, et puis on s'aperçoit finalement que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Ou en tout cas, c'est pas perdu, mais c'est pas forcément la bonne solution. Connecter les zones Natura 2000 entre elles, c'est pas forcément la bonne solution. C'est assez frappant de voir que à chaque période, par tranche de 20 ans à peu près, et la réglementation et la gestion qui est associée à ces zones et n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des gestions beaucoup plus participatives parce que les gens exigent. L'État n'a pas nécessairement la majorité dans toutes les organisations. Par exemple, le comité de conseil de gestion d'un parc marin, parc naturel marin, l'État, pourtant on est en mer, pourtant c'est un truc régalien, l'État n'a pas la majorité. Il a accepté progressivement de perdre une prérogative qui dit c'est moi l'État, donc c'est moi qui décide. Il y a le préfet maritime et tout ça. C'est assez intéressant de voir ça parce que je veux pas faire je trouve que l'accusation de parlement bashing est un peu sévère. D'abord, qui aime bien châtie bien, mais surtout, c'est le système que je trouve très complexe. Hein. Je pourrais vous parler longtemps j'ai présidé deux établissements publics, donc je suis rentré un tout petit peu dans le système de fonctionnement de l'État, qui est passionnant, mais qui correspond aussi, qui est daté, qui a du mal à travailler de façon transversale, etc. Enfin, ça nécessiterait une autre dispute. On a eu une autre question en haut. Oui, donc bonsoir. J'ai une question agronomique et un peu sociétale. Comment on peut préserver la biodiversité dans un système agricole qui tend majoritairement à l'homogénéisation et où le consommateur a aussi des attentes homogènes en fin de compte, au niveau des produits? Alors le consommateur, est-ce qu'il a des attentes homogènes d'ailleurs? Il n'y a pas que le consommateur, hein, tout le monde. Mais le consommateur, d'ailleurs, les consommateurs, ça s'éduque hein, et ça change. Moi, je suis pas sûr que les consommateurs veuillent tant d'homogénéité que ça. En général, c'est pas très difficile de leur faire comprendre. Alors, je pense que Marc expliquera ça largement aussi bien que moi. Et je voudrais vous dire que ceux qui demandent de l'homogénéité, d'ailleurs, je rejoins l'intervention précédente aussi, c'est le système actuel tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire que vous mettez en place une agriculture folle qui demande une homogénéité folle liée à cette idée de pureté, machin chouette, etc. Alors aussi à une certaine forme de mécanisation. Et vous arrivez à la situation dans laquelle vous avez des enfants qui mangent que du riz, et comme ils mangent que du riz, ils n'ont pas de vitamine A, du coup ils deviennent aveugles ou ils meurent, et du coup, il faudrait faire quelque chose pour leur redonner de la vitamine A. Et là, vous avez deux solutions. La solution raisonnable, hein, qui est celle que n'importe quel agronome qui travaille sur la question et n'importe quel écologue qui connaît un tout petit peu la situation va vous proposer, c'est de dire mais bon Dieu, vous êtes fous de cultiver que du riz, mettez donc un peu d'aubergines autour de vos champs de riz, vous mettrez des aubergines dans le riz, ça vous apportera les vitamines A, en plus c'est meilleur, et puis ça vous apportera pas que les vitamines A, et ça fera beaucoup de choses très bien, et vous aurez du riz aux aubergines et tout ira bien. Et vous avez la solution technologique, celle du progrès, celle à laquelle croient pratiquement tous les membres de l'Académie des sciences en France. Vous prenez le gène de vitamine A de l'aubergine et vous le foutez dans le riz. Alors, le résultat, c'est que vous faites un riz qui s'appelle le riz doré, qui produit de la vitamine A. Comme le riz, c'est pas fait pour produire de la vitamine A, il a une production nulle. Hein, et donc, aucun agriculteur ne veut cultiver ce riz. Mais ça fait rien. Tout le monde est convaincu que c'est ça le progrès dans les pays occidentaux qui savent rien sur le riz. Hein. Et du coup, quand on voit que ce riz n'est pas cultivé, eh ben, c'est facile d'induire des prix Nobel en erreur. Et vous avez une pétition signée par 127 prix Nobel
qui accusent Greenpeace de crimes contre l'humanité parce qu'à cause d'eux, on ne cultive pas le riz doré. C'est 127 prix Nobel. Il n'y en a pas un là-dedans qui se soit renseigné pour savoir pourquoi on ne cultivait pas le riz doré. Qui se soit renseigné pour savoir qu'effectivement les systèmes agronomiques d'Asie du Sud-Est ont testé le riz doré et ont trouvé qu'il ne marchait pas et du coup ont décidé de ne pas le cultiver, que Greenpeace n'a rien à voir avec ça. Donc vous voyez, ce besoin d'homogénéité, c'est un besoin idéologique, c'est pas du tout un vrai besoin agronomique. Au contraire, si on veut faire une agriculture durable, et je pense que Marc va pouvoir insister là-dessus, il faut faire une agriculture savante, une agriculture qui utilise nos connaissances en écologie et donc une agriculture qui contient de la diversité. La productivité ne se fait jamais avec l'homogénéité. Regardez les écosystèmes, ils se sont fabriqués de manière à maximiser la productivité par unité de surface, ils sont extrêmement hétérogènes. Voilà. Marc Dufumier avait une question. Oui, un tout petit commentaire et une question. Le commentaire, c'est une grande déception. Je m'attendais à une dispute. Et là, je découvre, monsieur le sénateur, que votre ennemi, c'est la finance, n'est-ce pas? Monsieur Arnold, c'est le boycott, la solution. Et puis Pierre-Henri Gouillon, et les faucheurs volontaires, donc la désobéissance civile. J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord. Alors la question, elle rejoint un peu le bio. Sur l'éventuellement paiement de services environnementaux, et notamment dans l'agriculture. Une de mes propositions, et en tenant compte d'abord du fait qu'effectivement, de plus en plus, il y a une consommation bio, ça a été dit tout à l'heure que ça croît de plus de 10% par an en ce moment, et ça veut bien dire que les consommateurs, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, peuvent prendre conscience quand même. C'est sans doute des points de vue de la sécurité sanitaire des aliments, l'absence d'antibiotiques et de perturbateurs endocriniens qui est la motivation, mais ça peut aller dans le sens quand même d'une préservation de la biodiversité. Est-ce qu'on pourrait envisager que les 8-9 milliards d'euros du premier pilier de la politique agricole commune, qui sont distribués aux agriculteurs comme des subventions à l'hectare, comme si les agriculteurs mendiaient des subventions et ils en demandaient d'autant plus qu'ils ont beaucoup d'hectares, est-ce qu'on ne pourrait pas les réorienter de la façon suivante? 1,6 milliard d'euros pour que tous les repas de la restauration collective hors domicile, en commençant évidemment par école primaire, enfin école, collège, lycée, là où les gamins sont les plus affectés par les perturbateurs endocriniens, tout bio. Et le surcoût du bio, c'est-à-dire du caractère artisanal de cette agriculture, ce ne serait pas imputable aux parents d'élèves, ce serait les impôts que nous payons déjà et qui sont transmis par les subventions de la politique agricole commune. Et pourquoi pas élargir aux EHPAD, moi j'ai les cheveux blancs, aux cantines d'entreprise fréquentées par les couches modestes, 1,6 milliard d'euros ferait que ce surcoût du bio serait garanti et la restauration collective annoncerait aux agriculteurs du coin, écoutez, à proximité, on vous garantit un marché de volume croissant et à des prix rémunérateurs bio. Est-ce que ça changerait pas quand même assez vite l'adhésion d'un grand nombre d'agriculteurs à transformer au moins partiellement leur ferme vers le bio, avec le bio en soi? Si on veut éviter les pesticides en particulier et utiliser donc les insectes auxiliaires, les ravageurs des ravageurs, c'est peut-être déjà protecteur de biodiversité. Et pourquoi le reste, on ne paierait pas des services environnementaux? Je vous pose un peu plus la question, est-ce qu'on a une expérience de paiement de services environnementaux, c'est-à-dire d'incitation? Vous nous rendez service à maintenir la biodiversité, alors c'est peut-être les haies pour éviter les coccinelles, les cires, des bois pour les mésanges qui vont neutraliser la larve de cap au cap, c'est préserver nos pommiers, etc. Ça peut être le zéro labour pour maintenir des vers de terre, une biologie des sols, ça peut être des légumineuses dans les rotations, les assolements, y compris pour la biodiversité, les abeilles, mais pas seulement. Enfin, qu'est-ce qu'on a comme expérience réussie de paiement de services environnementaux? Alors, je ne parle pas de compensation, une baisse de rendement qui serait due à, c'est pas ça dont je parle. Non, mais positivement, vous nous rendez service, vous maintenez la biodiversité, c'est vraiment l'intérêt général et c'est prioritaire. Écoutez, vous méritez qu'on vous paye. Et cette agriculture artisanale, au demeurant, monsieur le sénateur, je crois, serait intensive aussi en emploi. Alors, ma question serait un peu la suivante. Qu'est-ce qu'on attend? Bon, j'espère que vous n'êtes pas d'accord avec la question, pour qu'on ait une vraie dispute. Qui souhaite répondre? En tout cas, il y a des exemples qui fonctionnent. Il y a notamment le Wetland Reserve Programme américain
qui en fait vise les agriculteurs pour recréer des zones humides aux États-Unis et limiter l'assèchement de terres qui parallèlement ne génèrent pas forcément des gains agronomiques énormes. Et en fait, ça a un vrai succès puisque c'est pas que cette politique-là, mais c'est celle qui a le plus changé les pratiques au niveau agricole. On est passé de pertes annuelles qui étaient autour de 140 000 hectares par an de zones humides dans les années 80 à aujourd'hui autour de, selon les estimations, entre 5 000 et 10 000 hectares par an. Donc là encore, on n'est pas arrivé à une absence de perte de zones humides, mais ça a totalement changé la dynamique et c'est basé sur une incitation financière et encore là sur des moyens importants, avec par ailleurs des outils de pérennisation, parce que le problème du paiement pour service environnemental, c'est que c'est contractuel, donc ça veut dire qu'il faut continuer à payer dans le temps. Donc il y a aussi, moi c'est un peu mon propos, c'est surtout payer pour des changements de pratiques qui derrière peuvent être maintenus de manière endogène sans avoir à continuer à payer. Mais ça c'est un exemple concret, donc en tout cas on sait faire. Quand on a un bon cadre institutionnel et politique autour. Alors, merci pour la réponse. Il est bientôt 8 heures, donc peut-être une question et une dernière question. D'accord. Ma question, c'est par rapport à ces stratégies. C'est quoi les positions ou les discours, les mécanismes que le gouvernement français, s'il va proposer à la COP13 qui se passe à Cancun? Est-ce que je veux juste savoir qui connaît plus ou moins les sujets Alors oui, en effet, la COP13 de Cancun pour la biodiversité qui passe un peu à la trappe sur le plan de la presse. En tout cas, il y a quelques articles qui sortent en ce moment, mais pas énormément. Est-ce que rapidement, quelqu'un d'entre vous a envie d'évoquer le sujet ? En fait, justement, c'est typiquement les trucs. Je dis les trucs, c'est pas bien. Mais où la question de l'efficacité est pas vraiment posée sérieusement. On parle des objectifs d'Aichi, qui sont des objectifs stratégiques. Pour moi, c'est typiquement de l'incantation où on fait une liste d'éléments qui devraient changer les choses et qui n'appellent pas une réflexion sur finalement où ils sont les leviers qu'on peut mobiliser concrètement pour travailler. On fixe des objectifs et puis à chaque État de se ranger derrière ces objectifs. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez naïf et de fait, ça peut pas nuire, ça c'est une évidence. Mais annoncer qu'on va restaurer 15% des terres à l'horizon, à un horizon très court, puisque c'est 2025, ça repose sur pas grand-chose. Et moi, peut-être que, pour ma petite conclusion par rapport à ça, c'est, je trouve que dans la question de l'efficacité, il y a quand même de l'action qu'on mène pour la biodiversité. Il y a des réflexions à avoir à tous les niveaux. En tant que consommateur, on le sait. Mais par exemple, scientifique, je ne rejoindrai pas la même critique que toi. J'aurais une autre critique, c'est que les scientifiques sont aujourd'hui énormément instrumentalisés pour ne pas qu'on agisse sur les problèmes de crise. C'est-à-dire qu'on fait des rapports, on participe à des groupes de travail, et à la fin, fondamentalement, on change rien. C'est-à-dire que, et ça, moi, je trouve vraiment que les scientifiques doivent aussi réfléchir, eux, où est-ce que leur investissement en tant que scientifique est efficace, si, en tout cas, ils se sentent concernés par ce sujet-là. Merci pour cette réponse. Une dernière question, alors, en haut ? Alors, en fait, moi, j'attendais une réponse par rapport à la remarque sur le bio dans les cantines, parce que le Sénat vote contre. Justement, ne serait-ce que 20 petits % de bio dans les cantines, le Sénat a voté contre. Donc, comme on a un sénateur, je voulais savoir, en fait, sa réponse. Et j'étais très surpris qu'il s'exprime pas, justement, là-dessus. Voilà. Alors. Moi-même voté contre, d'ailleurs. Non, mais oui, enfin, vous pouvez sourire après tout. Mais pourquoi Parce que c'était pas réaliste. Mais non, parce que quand voter une loi qui ne va pas être appliquée, c'est pas un bon message, c'est pas un bon signal. Et la discussion, c'est comment on fait pour tendre à faire en sorte qu'on parvienne à 20% de bio. Mais de dire vous devez, à partir de l'année prochaine ou de partir de 2018, produire 20%, mettre 20% de bio dans les cuisines françaises et spécialement dans les cantines, vous savez à quoi ça aboutit? C'est importer du bio d'Allemagne qui va arriver dans des camions qui marchent au gasoil. C'est vraiment intéressant sur le plan climatique. On va payer de l'argent aux Allemands pour produire pour nourrir nos cantines. On n'est pas prêt. Alors on peut toujours incanter, se dire les grandes déclarations incantatoires, on n'a qu'à mettre du bio dans toutes les cuisines et on va régler le problème. C'est pas vrai.
Donc il y a un principe de réalité qui s'impose à nous. Donc j'ai reçu des dizaines de mails pour me dire que j'étais lamentable. Donc je suis habitué à recevoir des critiques et je les accepte bien volontiers. Souvent elles sont méritées, mais là c'est une résistance. Non pas contre le bio, c'est contre le fait qu'on ne peut pas le faire. J'étais intéressé par ce que vous disiez, monsieur, à propos des cuisines, de cuisine pour les écoles avec de l'alimentation agricole proche du circuit court, ce qu'on appelle. Et dans mon secteur, on est en train de travailler sur un système de circuit court parce que avec la loi NOTRe, on a regroupé des communautés de communes, on va avoir 3000 gamins. Et donc on va probablement 3000 gamins qui vont à l'école dans une zone rurale. Et donc avec les agriculteurs, on est en train de chercher à créer une cuisine centrale qui va nourrir les 3000 gamins. Et probablement, vous avez eu un geste pour les personnes âgées, j'y suis sensible parce que j'ai les mêmes couleurs de cheveux que vous, et aussi parce que je préside un organisme où il y a 5 EHPAD. Donc je pense à nourrir les personnes âgées que j'héberge dans de bonnes conditions. Et donc on essaye de regarder si on peut faire... le problème, c'est d'arriver à convaincre les agriculteurs de sortir de leur système habituel, où ils sont en lien avec des coopératives, où ils sont en lien avec des industriels, pour faire des circuits courts dont on puisse profiter. Et eux-mêmes, il faut qu'ils changent de paradigme. Il faut que les hommes politiques changent de paradigme, mais il faut que tout le système change de paradigme. Il faut qu'on trouve des terres qui aillent bien, il faut qu'on ait l'autorisation de construire les cuisines, il faut qu'on ait du pognon pour investir, etc. Donc tout ça est vrai, mais ça se fait pas voilà. Je pourrais parler des zones humides aussi, des choses humides. Bon, on est un peu limite hors sujet et hors... Non, parce que c'est bien, je reviens à ce que disait tout à l'heure monsieur Guyon, pardon, c'est un point essentiel, c'est que c'est pas un élément du système qui dysfonctionne. Quand je fais pas du Parlement bâché, le Parlement il fait ce qu'il peut avec les éléments qu'on lui donne. Et de temps en temps il fait des choses très bien, de temps en temps il passe à côté. Mais on est dans un système global, économique, administratif, syndical, et on oublie l'Union européenne. Tout ça est extraordinairement complexe parce qu'on peut toujours dire on va foutre en l'air des tas de choses, mais pour l'instant on est quand même dans un système agricole qui est fondé sur bâti sur une politique agricole commune qui date alors qui a vécu probablement. Elle a été utile parce que on n'était pas autosuffisant alimentaire quand on l'a créée. Faut pas l'oublier non plus. Bon, merci pour votre réponse. Je crois qu'il y a une toute dernière remarque, pas question. Bon, je suis désolé pour les autres puisqu'il est 8h bientôt 5 et on a promis d'arrêter à 8h. Oui, bonjour. Merci pour le débat. En fait, donc je fais une thèse sur la compensation écologique et en fait, je voulais juste nuancer un tout petit peu les propos qui ont été tenus à propos de la LGV entre Tours et Bordeaux et ce qui a été dit sur le fait qu'il n'y avait aucune mesure compensatoire qui était mise en place. En fait, j'ai fait cours cet après-midi à des étudiants qui sont dans la salle et je voudrais pas qu'ils pensent que je leur ai raconté n'importe quoi pendant 3 heures. Donc effectivement, il y a des mesures compensatoires qui sont en train d'être mises en œuvre. Seulement, le maître d'ouvrage n'aura pas rempli ses obligations dans le temps imparti, c'est certain. Et après, il est certain que c'est des mesures compensatoires qui répondent pas forcément à un idéal écologique, surtout par le fait qu'elles sont disséminées tout au long du linéaire. Et que du coup, d'un point de vue écologique, c'est assez controversé sur le fait qu'il n'y ait pas de fonctionnalité qui puisse être créée. Bon, merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci à nos 3 invités d'avoir répondu à notre appel.